Bienvenue à Bibliothèque Médicis. J'aime beaucoup les écrivains, ça c'est une évidence. Ils savent trouver les mots justes, profonds et adaptés à l'humaine condition. William Boyd, d'abord je suis heureux que vous soyez ici parmi nous. Dans La vie aux aguets, votre roman vous fait dire à un personnage « Nous avons tous des secrets. Aussi proches ou intimes qu'on soit, personne ne sait la moitié de la vérité à propos de qui que ce soit d'autre. » La moitié de la vérité, c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal, mais peut-être c'est pas tout à fait la moitié, mais c'est une portion. Mais quand même, je pense que impossible de comprendre une autre personne complètement, même les plus proches. On garde toujours les secrets, on est toujours un peu caché des autres. Et déjà, c'est difficile pour soi-même. Oui, tout à fait. Ou à l'égard de soi-même. Ça dépend. Je pense que c'est possible de connaître soi-même. Mais il y a toujours les surprises. Cette surprise, oui. Ouais. Eh bien, ici, chacun va raconter ou va témoigner de sa vie, ce qu'il veut bien en raconter, naturellement, au cours de cette émission Bibliothèque Médicis. Et puis, les vies croiseront souvent des moments d'histoire que les uns et les autres ont vécu. Roland Dumas, avec vous, nous sommes de plein pied dans l'histoire. Affaires étrangères que vous publiez aux éditions Fayard, c'est 81-88, c'est le premier septennat de François Mitterrand. Oui, exactement. On s'en souvient, donc vous avez été François Mitterrand l'ami, le confident, 45 années de complicité. Oui, un long parcours ensemble. Hein. Et jusqu'à la réussite présidentielle, nous étions déjà amis, et j'étais son avocat, j'ai été à l'UDSR, j'ai fait des cercles avec lui, bon. Tout ça, c'est une longue vie politique. La maison qu'il a habitée rue de Bièvre. J'ai habité la maison à côté. Tout le monde a cru que j'avais acheté la maison pour pouvoir me rapprocher de lui. Mais c'est le hasard des intermédiaires qui ont fait. Est-ce qu'il était toujours facile d'être son ami? Eh bien, justement, vous parliez de la connaissance que l'on a des hommes et de la vérité. Un jour, je lui posais la question, à combien estimez-vous de pourcentage la connaissance que l'on a de vous? Il a réfléchi, il a dit un quart. 25%. Voilà, déjà beaucoup. Ouais. Et comme vous voyez, vous tutoyez tous les deux, non? Quand on était en tête à tête, c'est lui qui décidait. Je le laissais faire. Quand il était président de la République? Non, président de la République, d'abord on était toujours en fonction, quoi, presque en uniforme. Donc au Conseil des ministres c'était interdit, bien sûr, mais même dans les relations comme ça, en tête à tête. Oui, il disait, Roland, tu viens dîner, oui, monsieur le président. On s'appelait par les prénoms. Mais on ne se tutoyait pas tout le temps, surtout quand il y avait du public. Vous êtes resté... était très scrupuleux du respect des formes. Du respect des formes, par exemple le protocole, il veillait à ce que le protocole soit respecté, tout en brocardant, en disant c'est un peu ridicule. Il citait le cas de Louis XVIII, qui, lorsqu'il est revenu, son premier soin a été de prendre un décret pour établir la cour, et le protocole de la cour, avec la tenue des bas, etc. Alors il était un personnage ridicule. Hein. Mais en même temps, il fallait témoigner du respect, la fonction, c'est important, la République, ça compte. Vous êtes resté 7 ans au Quai d'Orsay, c'est presque un record, il y avait Couve de Murville sous le général de Gaulle, et puis votre successeur Hubert Védrine qui a bien resté 5 ans. 5 ans. Est-ce que vous êtes beaucoup servi, François Mitterrand et vous, des services secrets quand vous étiez à l'Élysée? Nous avions... La vérité. À 25%. Un peu plus. Non, il y avait un lien entre le Quai d'Orsay et les services secrets. C'est-à-dire que le directeur de cabinet avait un contact hebdomadaire avec les directeurs des services secrets, qu'il s'agisse de la DST ou qu'il s'agisse de l'USDEC. Donc ça passait par un très haut fonctionnaire. Mais on ne pouvait pas ignorer ce que savait les services de renseignement, et puis nous, de notre côté, faire notre politique sans avoir des informations un peu intéressantes. Et dans les grandes occasions, le directeur de cabinet venait m'informer, disant voilà, il y a telle chose qui se passe. Un exemple. Par exemple, un exemple, quand on a déclenché la guerre de l'Irak, sur l'affaire du Koweït, la première dont je parle, et on s'est aperçu, les services secrets se sont aperçus qu'on avait encore chez nous des soldats irakiens qui étaient à l'entraînement sur nos avions. Donc on allait bombarder l'Irak qui débarquait là-bas, et on avait des Irakiens qui s'entraînaient chez nous. Bon, il a fallu évidemment prendre des mesures, pour mettre un peu plus de cohérence. Oui, c'est ça, un peu plus de cohérence.
peu plus d'équilibre. Et je fais venir l'ambassadeur, puis il a dit, vous allez les reprendre, hein, vous avez 48 heures. Et c'est comme ça que ça s'est passé, mais ce sont les services de renseignement qui nous ont informés. Oui, William Ball raconte comment Churchill a utilisé pendant la guerre les services secrets britanniques pour essayer de déstabiliser ou d'affaiblir un peu le régime nazi et Hitler. Oui, c'est ça, mais c'est surtout vis-à-vis les États-Unis. Le roman est au sujet d'une opération clandestine aux États-Unis pendant les années 40-41, qui est presque inconnue dans le monde entier. Mais parce qu'on oublie aujourd'hui, dans l'époque soi-disant des relations privilégiées entre Grande-Bretagne et les États-Unis, qu'à l'époque, en 41, 80% des Américains étaient contre la guerre en Europe. Parce qu'ils en avaient fait une, et ils disaient ça nous avait rapporté la crise de 1929. Et il y avait aussi une anglophobie assez sévère là-bas, mais aujourd'hui c'est oublié tout ça. On pense que nous sommes des cousins, très amis, tout ça, mais à l'époque c'était différent. Donc en 41, pour Churchill, la chose la plus importante, c'était d'avoir les Américains comme alliés. Mais comment faire ça? Donc il a mis en place un bureau. Le War non, c'est pas. Parce que c'est très intéressant, qui est dans le sous-sol. Non, c'est pas les chambres. Ça, c'est très intéressant, mais ça, c'est quelque chose à New York, au centre Rockefeller, qui s'appelle British Security Coordination. BSC. Et qui lançait des fausses nouvelles, des fausses informations. Oui, c'était une manipulation d'informations là-bas incroyable, une grande réussite pour persuader les Américains que ça vaut le coup de joindre la guerre en Europe. Eh bien, une fois encore, pour un de vos romans, l'histoire et la réalité, les événements réels vous servent de tremplin. Hein. Tout à fait, oui. Je veux rappeler que les Français vous lisent, vous connaissent et vous aiment beaucoup. Et je pense que votre dernier roman, La vie aux aguets, qui est publié au Seuil, va ajouter sans doute à leur passion pour les histoires, parce que vous savez les prendre dès la première ligne, ou nous prendre dès la première ligne, et puis en plus nous conduire jusqu'au bout, on ne vous lâche plus, comme l'a dit Roland Dumas. Et c'est le cas donc de La vie aux aguets. C'est un mélange de la réalité et la fiction. Oui, parce que je suis réaliste, moi. Donc, quand je crée un monde dans un roman, je veux que ça soit très, très réel. Donc, j'ai fait des énormes efforts, que tous les détails, toutes les recherches sont bien faits. Mais il y a une part de l'imagination. Oui, pour moi, un roman, c'est la libération de mon imagination. Donc, j'ai changé le sexe pour ce roman. C'est une histoire d'une femme et sa fille. Mais le contexte est totalement authentique. Et c'est fondu sur cet épisode aux États-Unis pendant les années 40-41. Cette BSC, ce BSC a existé, ce que vous appelez le SAC aussi, Assurance Service Comptabilité, qui était plus précisément l'unité dont s'occupait votre héros, monsieur. Non, ça j'ai inventé, mais BSC, ça c'est réel. Oui. Mais le problème que ça pose, c'est que ces gens faisaient quelque chose qui paraît très honorable, convaincre les Américains de se porter au secours de l'Europe en lutte contre les nazis, mais en même temps, ils utilisaient tous les moyens, et les moyens les plus répréhensibles, faisant chanter, exerçant du chantage sur des personnages qui étaient proches du président Roosevelt, trafiquant des documents, rien ne les arrêtait. Donc comment concilier ces moyens immoraux pour des fins tout à fait honorables? Ça arrive, oui. Mais ce que m'étonne un petit peu, c'est que maintenant, c'est complètement caché. À l'époque, je comprends pourquoi ça doit être secret. Mais maintenant, en 2007, pourquoi on ne peut pas parler de cet épisode pendant la Deuxième Guerre mondiale? C'est un grand embarras, je pense. C'est parce que c'était de la manipulation, de la manipulation d'informations, et c'est peu glorieux, hein, sur le tableau de guerre surtout britannique. dans un autre pays. On est manipulé nous-mêmes, on sait très bien, mais de manipuler l'information d'ailleurs. Si, par exemple, le Portugal essaie de manipuler la manipulation d'informations en France ou en Allemagne, ça c'est quelque chose d'autre. Mais nous avons fait ça exactement avec un grand succès aux États-Unis pendant les 2 premières années de la guerre. Remarquez, il n'y a pas longtemps... Les États-Unis ont fait l'inverse au niveau planétaire.
Oui, Avec la globalisation. mais Avec en les informations, Et d'abord, ils ont manipulé leur propre opinion, Oui, et puis et la planète. ensuite une grande partie de la planète. Mais on revient, vous voyez, comment tout de suite on peut aller raconter d'autres histoires, et puis la réalité. C'est une paisible Anglaise, Sally Jean Martin, qui est en train de soigner son cottage un jour, et puis elle montre des signes de tension devant sa fille Ruth, et puis elle va expliquer qui elle a été. Elle a été un agent secret britannique pendant la guerre. Oui, absolument. Mais elle se cache. Nous sommes dans 76 et Sally, qui est en vérité Eva, espionne d'origine russe, son vrai nom, s'est cachée pendant une trentaine d'années parce qu'elle a peur. Elle a peur de son passé. Et tout d'un coup, elle a décidé d'essayer de trouver une conclusion à sa fuite, et elle demande à sa fille, Ruth, de l'aider. Donc nous avons les deux histoires. Oui, on voit les deux histoires alternativement et concomitamment, et elles vont à la recherche de cette vérité et du passé. De finir l'histoire de son parcours d'espionne. De mettre une sorte de boucle. Oui. Et elle va à la recherche surtout de celui qui l'a fait entrer dans les services, Luca Romer, dont elle a été la maîtresse à un moment donné, puis qui a disparu. Oui, absolument. Et pourquoi? Parce qu'elle sait que cet homme veut l'éliminer. Parce qu'elle est la seule à savoir quelque chose le concernant. Il ne faut pas donner toute l'histoire du roman. Non, pendant la guerre aux États-Unis, elle était envoyée en mission à la Nouvelle-Mexique, et quelque chose est arrivé là-bas, très très dangereux, très menaçant, et elle a décidé de s'enfuir. Donc la fuite, c'était un voyage assez long, et pendant 76, elle se trouve à Oxford. Elle a toujours peur de son passé. Donc c'est un moment qu'elle pense, je dois avoir une conclusion à cette fuite. Mais on ne raconte pas tout. Non, c'est ça. On ne racontera pas tout dans le livre de Marc Dugas. Il n'y a pas d'authenticité dans votre récit. Puisqu'on parlait du pourcentage tout à l'heure, c'est intéressant. Quel est le pourcentage de vrai et de fiction? C'est un mélange, bien sûr, mais je pense que il n'y a pas un personnage qui correspond à Eva, mais le maître espion, Lucas Romer, c'est un petit peu comme notre grande agent double, Kim Philby, un petit peu. Mais le contexte historique, c'est authentique, mais l'histoire, c'est quelque chose que j'ai inventé. 50%, oui, à peu près. Et vous avez quand même un professeur d'Oxford, le professeur Toms, qui est spécialiste de l'histoire des services secrets britanniques pendant la guerre, et qui accrédite d'une certaine manière le récit qu'on lui apporte en disant c'était la pièce manquante. Ce que nous ne savions pas, parce que comme vous le disiez, c'est une histoire peu connue. Oui, absolument. Et je pense que c'est le premier roman qui a traité de cette histoire d'espionnage aux États-Unis. C'est connu par les historiens, mais les experts du monde d'espionnage. Mais dans un roman, mon roman est déjà cité comme la source. Si vous allez sur l'Internet, vous allez voir la vie aux aguets si vous voulez comprendre quelque chose au sujet de l'espionnage aux États-Unis. Donc, ça commence un petit peu d'être découvert, et je suis très content. Mais c'est un roman, finalement. Oui, c'est bien que ça fasse débat, mais il y a autre chose, parce qu'on entend à travers Ruth et Eva, et enfin Ruth, William Boyd. Elle attend, Eva, toujours que quelqu'un vienne peut-être l'emporter. Et vous dites, j'ai pensé qu'il en est ainsi de nos vies à tous, qui fait ce que nous sommes, notre mortalité commune. Pas besoin d'avoir été un espion pour le pressentir. Un jour, quelqu'un viendra nous emporter. Absolument. C'est un lien entre notre vie humaine et la vie d'une espionne. Oui. Mais c'est à cause de ça que j'ai mis au début la citation de Proust, qui est formidable, je pense, mais qui touche un petit peu sur les deux côtés, le côté espionne et le côté être humain. Chacun de nous joue avec le temps et la mort, et elle rôde. Et peut-être pour la retarder. Et la personne qui viendra nous chercher, on la connaît. Hein. C'est la grande faucheuse. C'est un très beau roman sur la confiance aussi, puisque en tant qu'espionne, elle suit un apprentissage, un entraînement
où on lui apprend à se défier de tout le monde, même les plus proches, qui peut être un traître en puissance, ou un agent double, ou une taupe. Mais en même temps, elle se trouve dans certaines situations où elle ne peut pas faire autrement que violer cette règle et de se confier à autrui. Oui, parce que ça, c'est ça qui divise le monde de l'espionne et le monde de nous. Parce que impossible de vivre sans la confiance, je pense. Mais un espion, c'est la seule chose qu'il ne faut pas faire. Donc, une espèce de déhumanisation qui arrive, je pense. Mais si vous êtes comme elle, vous donneriez le même conseil que vous appliquez non, à vous-même, ne jamais faire confiance à personne. On se méfie un petit peu dans la vie, mais impossible de vivre, même dans une manière très banale, sans être confiant. Et c'est encore le cas dans les services spéciaux, dans la mesure où j'en ai eu connaissance. Il y a des règles très très strictes de déontologie des agents. Par exemple, ceux qui écoutent les conversations à l'étranger, et puis qui les traduisent, par exemple les pays arabes, ils ont des consignes. Et si quelqu'un les aborde dans un restaurant pendant qu'ils sont en train de déjeuner, ils doivent en rendre compte immédiatement à leur supérieur. C'est encore d'actualité. Vous avez cité la phrase de Proust, on peut la résumer. Nous disons bien que l'heure de la mort est incertaine. Mais quand nous disons cela, nous nous représentons cette heure comme située dans un espace vague et lointain. Nous ne pensons pas qu'elle ait un rapport quelconque avec la journée déjà commencée. Et Proust dit, on voudrait qu'il fît aussi beau que le lendemain. On ne se doute pas que la mort qui cheminait en vous, au milieu d'une impénétrable obscurité, a choisi précisément ce jour-là pour entrer en scène dans quelques minutes. C'est terrifiant. Oui, mais en même temps, c'est aussi un des sens, je pense, du roman. C'est à cause de ça qu'Eva est aux aguets. Elle attend l'arrivée de quelqu'un. De là le titre. Oui, c'est À partir de quand se fait le déclic pour que vous commenciez à écrire? Alors moi, j'ai une période d'invention et une période d'écriture. Et la période d'invention, quand j'ai fait mes recherches, quand je pense au sujet du roman, je voyage un petit peu, je lis beaucoup, ça dure 2 fois plus long que la période de l'écriture. Donc le roman est fait dans ma tête avant de commencer. Vous prenez des notes? Oui, beaucoup, des cahiers partout, tout ça. Mais pour moi, c'est ma méthode, c'est pas pour tout le monde, mais je prépare tout avant de commencer. Donc, j'ai l'idée, et peut-être après ça, 2 ans de préparation et à peu près 1 an de l'écriture. Et ça marche pour moi, mais je veux que ça soit tout à fait organisé, tout à fait préparé avant de commencer. Quand vous finissez un livre, vous commencez tout de suite un suivant où il faut du temps de repos, de récupération? Ah oui, il faut minimum 6 mois de repos parce que la cuve est vide, donc c'est très important que je vis un peu. Écrire, c'est pas vivre. C'est solitaire et il faut que je rencontre les gens. C'est à cause de ça que je m'occupe un petit peu du monde du cinéma parce qu'on a des collègues, on collabore et tout ça. Et c'est génial pour un écrivain, un romancier, d'être dans un monde avec des collègues, avec des autres. Oui. Et vous, il vous faut du temps, Marc Duguay, entre 2 livres? Non, parce que j'ai toujours l'idée d'un livre, donc je travaille pas vraiment dessus. Quand je viens de finir celui-là, par exemple, je travaille pas vraiment sur l'autre, mais j'y pense et je laisse place à la divagation pour commencer à amorcer la pompe. Est-ce que vous savez que tous les deux, vous avez un point commun, ou une région commune? Oui. Tous les 3. Il a été député de la Dordogne longtemps, et vous habitez en Dordogne, entre la Dordogne et Paris. Et Londres. Et Londres. Londres, oui. Vous êtes à Londres aussi. Oui. Moi, j'habite la moitié de l'année en Dordogne aussi. Vous habitez où? J'habite à Bergerac la moitié de l'année. Voilà. Donc vous êtes le voisin de Nous sommes 3 alors. On est voisins. Ah oui, vous vous retrouvez quelquefois? Vous vous êtes croisés? Non, on s'est appelé une fois, mais parce que nous avons une librairie encore. On a livré un boulanger ou le libraire. C'est des hasards, on n'a pas fait exprès avec Anne-Marie Moreau. Roland Dumas, vous résumez le premier septennat de François Mitterrand. On va s'intéresser à ce qu'il a vécu, ce qu'il raconte dans le premier tome que vous voulez consacrer aux 2 mandats de François Mitterrand.
une douzaine de dates qui sont importantes, pas seulement pour vous, mais en même temps pour l'histoire qui les a retenues. Et vous commencez avant d'avoir été nommé ministre des Relations extérieures. C'est ça, c'était disait-on. Les dénominations des années 80 qui étaient des années révolutionnaires. Oui. On revenait à la révolution. Ouais. Le livre est passionnant et il va intéresser pas seulement les experts, parce qu'il y a des récits, il y a un décor, il y a des personnages, il y a des portraits clés des personnages de la fin du siècle. Est-ce qu'il avait vraiment une politique étrangère, François Mitterrand? Je crois, j'ai essayé de le montrer en tout cas, et j'ai choisi comme ça des dates, avec des événements importants. Les événements, simplement, ça peut être un discours. Il y en a eu 2 ou 3 qui ont marqué le début. Le Bundestag. Le Bundestag, la C'était en Knesset, 83. c'est ça, c'est en 83, la Knesset, Mexico, enfin le célèbre discours de l'Amérique du Sud, qui, à mon avis, les 3, si vous les mettez les uns contre les autres, traduisent une volonté d'action par le discours, c'est-à-dire par la projection des idées, dans 3 domaines qui sont ceux que je viens de dire. Et vous ajoutez à ça l'Europe, avec l'action directe, c'est-à-dire là, les conférences, les points de vue, les communiqués, les réunions qui réussissent, d'autres qui échouent, etc. Donc, j'ai choisi exprès ce type d'écriture, plutôt que de faire un récit chronologique. D'où lui venaient ces idées à lui? Pardon? D'où venait à Mitterrand? Je crois que c'est une Il écoutait, il y avait son passé, il y avait... Je raconte comment, dans les années 60-70, il m'avait demandé de faire un rapport sur la situation en Amérique latine. Et qui m'avait du reste à la sortie qui était en me disant que j'avais été un peu trop mou par rapport aux Américains, en disant l'Amérique latine, c'est de là que va venir la prochaine révolution. Donc c'est une grande culture générale qui se traduit à un moment donné, quand on est au pouvoir, par des actes, par des discours, par des manifestations. Les discours, il y tenait particulièrement, et vous montrez, comme Hubert Védrine l'avait fait aussi, parce qu'il avait travaillé avec lui, que les discours, il les faisait au dernier moment, ou il les complétait au dernier moment. Par exemple, d'après ce que j'ai lu chez l'un et l'autre, au moment du discours au Bundestag, il a eu du retard parce qu'il était encore en train de préparer les formules. Il a fait tourner l'avion pendant une demi-heure parce qu'il était en train de corriger la conclusion. Alors le commandant venait, alors monsieur le président, il faut qu'on atterrisse. Je vous en prie, faites un tour. Et donc on continue à travailler, passer les feuilles, on corrigeait, et puis finalement il a donné le feu vert pour l'atterrissage. Alors ça arrivait souvent. Parce qu'il avait le sens ou le choix des mots. Parce qu'il voulait toujours relire ce qu'on lui avait préparé. Toujours, ou ce qu'il avait lui-même préparé. Alors, il le faisait au dernier moment. Mais oui, parce qu'il était jaloux de son temps. Il emportait un très beau livre, il voulait lire pendant les 3/4 du voyage, le 9/10 du voyage, et puis alors quand il disait, il me reste encore combien de temps, alors il se précipitait sur le on m'a raconté que le discours qu'il avait fait lors des obsèques à Nevers de Pierre Bérégovoy, il l'a écrit. C'est un discours très fort dans le train qui le conduisait à Nevers. Oui. Bon. Mais de même, quand il fait le très beau discours sur Mendes France, dans l'Assemblée nationale, il est arrivé, il était fatigué le matin, il m'a dit, j'ai passé ma nuit à faire le discours. Il y a des tête-à-tête avec le chancelier Kohl, qui sont 2 hommes différents. Ils se sont disputés, ils se sont parlés, ils ont fini par se comprendre jusqu'à la poignée de main. Raconte comment cette poignée de main est venue. Justement, elle est spontanée ou organisée? Non, elle était prévue. Parce que Mitterrand raconte que la main est partie, l'autre l'a attrapée, etc. En réalité, moi, 3 jours avant, il m'a dit, il faudrait que vous réfléchissiez à un geste symbolique qui marque notre époque, parce que on m'a proposé ça, mais on pourrait peut-être trouver mieux. Donc, vous voyez, c'était clair. C'était pas aussi les informations, d'une certaine manière, une forme de désinformation aussi. Une manipulation, comme dirait William Boyd. Une manipulation. Et il y a le Proche-Orient, les discours, c'est lui et vous qui sauvez Arafat. Oui. Il a été reconnaissant. C'est moi qui lui ai fait recevoir Arafat aussi. Il n'en voulait pas. Non, il était inquiet. Il s'est dit, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas trop? J'avais déjà reçu Arafat à Strasbourg, moi j'ai dit maintenant il faut le recevoir à Paris. Oui, mais enfin, ça pose des problèmes. Et c'est là qu'il m'a dit, bon, il s'est rallié à mon projet, à ma proposition, il m'a dit, alors il faut que ça ait une portée, il faut qu'il fasse un geste à Paris. Exiger de lui qu'il fasse un geste. Et c'est là que je lui ai dit, j'ai dit à Mitterrand, mais je vais essayer de lui faire dire que la charte n'existe plus, parce que c'est ce qui importe pour Israël. Alors il m'a dit, vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas. Donc, il faisait ça, vous n'y arriverez pas. J'ai dit, bon, ben, écoutez, laissez-moi faire. J'ai pris Arafat, d'abord au Quai d'Orsay, j'ai parlé avec lui 3 heures, je lui ai parlé de la charte, et il m'a dit, mais la charte, on l'a abandonnée depuis longtemps. J'ai dit, c'est bien, alors vous le redites. Oui, bon, très bien, alors, très bien, parfait. Il fallait chercher le mot. Alors, chercher le mot et le moment. Il allait à TF1 le soir.
sur le TF1. J'ai dit, vous avez eu l'occasion formidable. Toute la France qui va regarder. Ah bon? Alors qu'est-ce que j'ai dit? Vous dites que la charte est caduque. Et c'est, alors, caduque. Alors, il avait son assistant qui était à côté de lui qui notait. Et le soir, à la télévision, moi j'étais devant mon poste, je lui ai dit ce qu'il va le dire. Je me suis permis de suggérer à un journaliste de poser la question. Et donc, le journaliste pose la question. Et lui, à ce moment, il se tourne et il dit, il y a un mot en français pour ça. Caduc. Voilà. Et le mot a fait le tour du monde. Tout le monde téléphonait, les Américains, les Anglais, les Allemands, caduc, on cherchait dans le dictionnaire. Alors vous racontez aussi les audaces et quelques fulgurances de Mitterrand, donc vous avez été le témoin. Moi, je me souviens par exemple du Kremlin, quand devant les gérontocrates de fatigués qui allaient crever, qui allaient mourir du Kremlin, François Mitterrand défend Solzhenitsyn et défend Andreï Sakharov. Oui. Vous savez comment ça s'est passé pour Solzhenitsyn? Il avait le discours était prêt, il l'avait corrigé, il avait laissé en blanc toute la phrase concernant Solzhenitsyn. Parce que l'usage était, au point de vue diplomatique, surtout avec les Russes, on communique les discours la veille. Donc on avait communiqué, mais il n'y avait pas le passage. Et il l'a rajouté au dernier moment à la plume, de façon à ce qu'il ne soit pas prévenu, qu'il n'y ait pas des pressions diplomatiques pour qu'on empêche de le prononcer. Monique. Mais dans cette vision de la politique étrangère, on est frappé justement par cette conception très pionnière, surtout dans le dialogue Nord-Sud, dans l'Europe, mais également une conception traditionnelle de la diplomatie et des alliances. La loyauté indéfectible à l'égard du Royaume-Uni au moment de la guerre des Malouines, c'est une autre inspiration de la politique de Mitterrand, et puis également ce souci des droits de l'homme qu'il a manifesté dans l'occasion que vous rappelez, mais dans bien d'autres circonstances aussi. Et pourtant, il y a des sources diverses. Et pourtant, pour compléter ce que dit Monique très justement, il reçoit Jaruzelski. Il reçoit le Polonais Jaruzelski, très mal vu dans son pays. Et au point que même le Premier ministre, en France, le Premier ministre de l'époque, qui était Laurent Fabius, a pris ses distances avec celui auquel il devait tout. Je n'ai jamais été aussi troublé. Alors que c'était moi qui devais répondre, il s'était inséré entre nous. C'était une longue discussion, cette histoire de Jaruzelski. C'est Jaruzelski qui était à Alger, qui faisait une escale technique à Paris, qui m'a fait demander par son ambassadeur si au cours de cette escale technique, il pourrait être reçu discrètement, sans les honneurs, par le président de la République. Moi, j'ai pas pris la décision. Je suis allé voir François Mitterrand, qui a réfléchi, puis qui m'a dit oui, parfaitement, très bien. Alors, j'ai renvoyé la réponse. Vous ne lui avez pas dit, attention, il y a des risques. Ah si, on a discuté pendant un quart d'heure, 20 minutes là-dessus. Mais c'est lui qui a pris la décision. Et peut-être consécutif à ce que j'avais fait du rapprochement avec la Pologne. Quand j'avais nommé un ambassadeur, j'avais repris des contacts avec eux, j'avais fait admettre la présence d'un correspondant du Monde. Enfin, les choses s'amélioraient un peu. Donc Mitterrand a voulu aller un peu plus loin, et il a dit oui. J'ai fait venir Jaruzelski, je l'ai fait passer par la porte du coq, là, par derrière, c'est-à-dire il n'a pas eu droit aux honneurs. Et tout le monde l'a su, tout le monde l'a su. Ben oui, tout le monde l'a su. On ne peut pas garder un secret comme ça caché. Mais alors, on l'a su, est-ce que vous savez comment? En réalité, ce sont probablement les Polonais qui ont lâché une information à Alger, et une dépêche est tombée de l'AFP pendant que nous étions à Bruxelles avec François Mitterrand, tous les deux. Jaruzelski sera reçu par François Mitterrand à Paris. Là-dessus, le Premier ministre, a raison, voit la dépêche sur le cabinet, il appelle pendant que nous étions en séance, il y avait un collaborateur qui était là, qui arrive, Monsieur le Président, le Premier ministre, on vient vous prendre, il est furieux. Bon, du mal à y répondre. Donc je suis allé, et effectivement, il m'a dit, c'est pas admissible, j'apprends, je n'étais pas au courant. Laurent Fabius. Laurent Fabius, c'est pas admissible, je vais m'en expliquer, puis il a raccroché. Le lendemain, nous sommes à nouveau à Paris, François Mitterrand dit, il y aura sûrement une question à l'Assemblée nationale, laissons répondre le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire votre serviteur. Très bien, c'en était là. Et à 13h, je reçois un coup de fil du Premier ministre qui me dit, tu prendras la première question, et moi je prendrai la deuxième sur le même sujet. Il incline, c'était mon chef direct. Donc c'est comme ça que la chose s'est enclenchée, avec beaucoup d'hésitation. Ça fait l'histoire, ça refroidit les relations entre le Premier ministre et le Président de la République. Tout ça est dans l'affaire étrangère, le premier tome. C'est vous qui étiez allé en Libye, dans des missions secrètes, qui avaient fait que François Mitterrand voit Kadhafi, là aussi ça a créé un scandale en France. Pour être diplomate, oui. Mitterrand m'a dit, vous lui donnerez un cadeau ou une visite. Oui, c'est-à-dire que dans votre conception,
dans la diplomatie, il faut prendre des risques, il faut avoir tous les culots. Il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a des constantes. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce que vous êtes tributaire de la situation mondiale, de l'économie, de la sécurité. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, vous devez obéir à quelques principes que vous avez. Par exemple, nous, c'était l'Europe avec le social dans l'Europe, etc. Donc il faut, mais vous ne pouvez pas agir sur tout. Il faut agir sur les marges. Oui. Dans quelles circonstances vous pensez avoir été le plus utile à François Mitterrand? Tout le temps. Toujours avec beaucoup de modestie. Toujours. Ouais. Absolument. Il y a beaucoup de portraits. Non, non, mais Il en manque un. Oui. Le vôtre. Hein. Ah ben oui, mais ça c'est pour après mais peut-être. c'est pour après. Vous avez été l'un des premiers, je le dis pour Marc Duguin, à repérer François Mitterrand et vous, quelqu'un qui était un apparatchik de haut rang et qui allait devenir un personnage important, Gorbatchev. Oui, On en parlera tout à l'heure avec Marc Duguin. Simplement. Moi qui obligé à se lever la nuit pour venir. Je parle pas de Gorbatchev, je parle de François Mitterrand. Ah oui. Et là, je voudrais que vous racontiez la première cohabitation 86-88, Oui. François Mitterrand, Jacques Chirac. Pourquoi vous êtes si sévère avec le Premier ministre de l'époque? Parce que il y a un échange acide de lettres entre Mitterrand et Chirac. Je crois que ça dure une journée, et c'est sur le problème de la stratégie nucléaire. La stratégie nucléaire. Donc je ne suis pas acide Peut-être que vous trouverez un peu d'inspiration pour tel ou tel livre sur les dessous de la Ve République. Je crois, maintenant je suis arrivé à la conclusion que la cohabitation n'est pas faite pour nous. La cohabitation n'est pas un régime normal pour nous. Il faudra peut-être y réfléchir et faire que dans la Constitution, il y ait des dispositions qui soient prises un jour. C'est la façon parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux personnalités importantes et fortes qui sont de deux bords différents. Alors, pendant quelques jours, on s'entend, ça va bien, on se respecte, mais après, les ambitions naissent. Il y en a un qui garde ses fonctions, c'est le président de la République, qui ne veut rien abdiquer. L'autre, c'est dans le cas particulier, c'est le Premier ministre, qui ambitionne de devenir président de la République. Donc au bout d'un certain temps, ils sont rivaux. Ils sont donc concurrents. Assez vite. Hein. Et ça va très vite. Et donc, chacun se sert des armes qu'il a. Et c'est au détriment de l'institution, de la République. C'est l'échange de lettres que j'ai publié, qui est inédit, entre le président de la République et le Premier ministre sur la force de frappe, à la suite de la conférence de Dublin, le montre bien. Le Premier ministre envoie une lettre au Président de la République. Monsieur le Président de la République, mon ministre de la Défense nationale me rapporte que vous avez tenu tel propos sur la force de frappe. Je tiens à vous dire que c'est dangereux, etc. Mitterrand, dans la journée, lui dit, Monsieur le Premier ministre, est-ce que je dois vous rappeler que la Constitution fait du Président de la République le chef des armées? C'est pas la première fois que je dois réparer quelques-unes des erreurs de vos ministres, ainsi que de vous-même. Enfin, c'était vraiment, c'était pas fleur et moucheté. C'est intéressant de montrer ça parce que c'est un cas d'école pour l'avenir. Alors, dans le deuxième tome, vous serez plus gentil avec Jacques Chirac, parce que j'ai cru prendrai. comprendre que vos relations s'étaient améliorées avec lui. Je lui dirai que vous m'avez demandé. Non, moi, je n'ai rien à demander. Je dirais qu'on fait une constatation. Quel est votre principal échec à vous deux? Principal échec, ça a été l'échec sur le Proche-Orient, parce que le discours de la Knesset est un très beau discours, mais il n'a pas fait avancer d'un iota les choses. Et quand on a vécu comme ça auprès de François Mitterrand avec le pouvoir suprême pendant 14 ans, après, est-ce que la vie n'a pas un goût trop fade? Oui, ça peut, mais il faut se retrouver et se rattraper sur d'autres activités qui valent la peine tout autant, mais pas au même niveau. C'est-à-dire la lecture, la musique, les conférences, les cantatrices, l'art et l'écriture. Et l'écriture. Voilà, très bien. C'est Mitterrand qui m'a dit un jour, vous devriez écrire, parce que c'est très agréable d'écrire. Il écrivait beaucoup. Marc Duguin, une exécution ordinaire chez Gallimard. Vous êtes un peu obsédé là par la Russie et en tout cas l'Union soviétique, par ce territoire après avoir été obsédé par l'Amérique, et vous racontez l'odyssée du sous-marin nucléaire Kursk, la tragédie qui s'était produite en l'an 2000. Combien ils étaient sous-mariniers à avoir disparu en mer de Barents? Ils étaient combien? 118. Combien? 118. De mémoire. Et vous vous demandez comment un tel sous-marin immense, etc., pouvait disparaître. Qu'est-ce qui vous a amené à entrer dans cette histoire? D'abord, j'avais un goût pour les sous-marins, parce que c'est un univers qui m'a toujours fasciné. En plus, je suis parti en sous-marin nucléaire à l'occasion de l'écriture de ce livre. Et j'étais étonné qu'un sous-marin de cette taille, de cette puissance, puisse être là par 100 mètres de fond et qu'on soit incapable de récupérer les survivants. Oui. Alors, il y avait une grande partie, il faut le dire, il y avait une grande partie de l'équipage qui était morte pendant l'explosion
qui a été considérable. Hein. Je sais plus, c'était de l'ordre de 4 sur l'échelle de Richter. C'était équivalent à un tremblement de terre. C'est-à-dire que toutes les torpilles avant ont sauté d'un coup. Et il faut rappeler ce que vous dites vous-même, la taille du sous-marin. Vous dites c'est comme un stade de foot, voilà, c'est un stade et de haut foot, comme ouais. un immeuble de 6 ou 7 étages. 6 ou 7 étages. Alors, voilà. Et on retrouve ce bâtiment absolument gigantesque par 100 mètres de fond, ce qui est à peu près la profondeur du record du monde en apnée. C'est-à-dire qu'avec un tuba, on descend à 100 mètres, même sans tuba d'ailleurs, et on n'arrive pas à sortir ces gens-là. Donc moi, je me suis posé la question, pourquoi les survivants qui étaient à l'arrière, n'a-t-on rien fait pour aller les chercher? Et donc l'histoire est partie comme ça. Mais ils sont allés chercher. Ils ont essayé d'aller chercher. Ils ont essayé, ils ont essayé. Il y a eu, je crois, des sauteurs norvégiens qui sont intervenus. L'aide occidentale leur a été proposée. Pendant un Leur a temps, été ils l'ont proposé, refusé. Ils l'ont refusé. Donc ils les ont laissés, puisqu'il y avait... si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que les survivants ne sont pas morts noyés, mais ils sont morts carbonisés, puisque en fait, ils ont constamment alimenté les compartiments arrière en oxygène, jusqu'à ce qu'il y ait un excès d'oxygène à l'arrière, et qu'une étincelle provoque l'explosion. Donc on les a retrouvés, noyés jusqu'à la taille, et totalement carbonisés pour le reste du corps. Et dans votre histoire, il y en a 3 qu'on ne retrouve pas. Et il y en a 3 qu'on retrouve pas, alors ça m'arrange ceux qu'on reconnaisse. Et est-ce que vous savez qui a remonté un à un les sous-mariniers russes? Vous les avez rencontrés. C'est une équipe de Hollandais qui travaille en France, et qui, sous l'autorité du chef pilote des abeilles, qui s'appelle Charles Sladen, et qui est en ce moment en train de s'occuper du bateau qui est à l'île de Ré, et du Napoli. C'est la même équipe. Et un jour, ils m'ont raconté l'horreur que ça a représenté d'aller chercher un à un et de les remonter à la surface. Mais vous, ça vous permettait, Marc Duguin, en parlant du Kursk, de régler un compte avec Poutine et la Russie. Alors moi, ce que j'ai voulu faire à partir de là, c'était un peu une généalogie du pouvoir russe actuel. Donc je suis remonté jusqu'à Staline, puisque le livre démarre... c'est un livre que j'ai écrit à rebours, d'ailleurs, c'est la première fois que je fais ça. J'ai écrit la dernière partie d'abord, ensuite je suis remonté pour écrire la première. Et donc ça m'intéressait de voir, parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'on érige à nouveau des statues de Staline en Russie, ce qui est quand même extraordinaire. C'est quand même quelqu'un qui est un tueur en série, comme on en a eu quelques-uns dans notre histoire, mais c'est un des plus remarquables. Et donc il y avait toute cette histoire de Staline, de l'antisémitisme russe qui vous nous dites Staline, m'intéressait. Poutine, c'est l'occasion de montrer qu'il est tout le temps avec ces gens, surtout lui qui vient du KGB. La vie n'a pas de prix. C'est ce que vous voulez démontrer chez ces gens-là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une constante, si vous voulez, quasi shakespearienne dans l'histoire de la Russie contemporaine. C'est un mépris pour la vie qui n'a pas d'égal, et Dieu merci, en Occident, enfin de notre côté, c'est-à-dire en France, en Angleterre, en Allemagne. Vous ne citez pas l'Amérique. Je cite pas l'Amérique, mais aussi. Enfin... Mais surtout, la vie n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais demander pourquoi. On vient vous arrêter, on vous torture, on essaie de savoir ce que vous savez. Bon, vous ne dites rien. Ensuite, on vous torture pour essayer de savoir ce que vous ne savez pas. Et puis, on vous remet chez vous et on vous dit continuez à vivre. Et à aucun moment, pourquoi? À aucun moment, la question n'est posée. Il y a une sorte d'absurde à laquelle toute une société consent, l'absurde du pouvoir tyrannique. C'est ce que j'appelle le terrorisme d'État. C'est-à-dire qu'il y avait, sous Staline, une véritable terreur d'État. La terreur, par définition, c'est quelque chose qui tombe au moment où vous n'y attendez pas, et vous ne pensez pas être responsable de quoi que ce soit. Hein, Mais ça ne vous étonne pas. Mais en même temps, ça ne vous étonne pas parce que sous Staline, le pli a été pris. C'est-à-dire que les gens savaient qu'on vivait comme ça. Donc au bout d'un certain temps, ils s'attendaient à être arrêtés, à être torturés, à être déportés. C'est un peu inhérent au régime. Oui, mais pourquoi? On comprend ce que vous dites de Staline et on l'a lu, on le sait. Pourquoi aujourd'hui, et à propos de Poutine, vous remontez jusqu'à Gorbatchev et tous ceux qui ont précédé et Staline? Quel compte vous avez à régler avec eux? Moi, j'ai pas de compte personnel. Je suis très détendu vis-à-vis de la Russie, mais simplement, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était l'histoire de l'antisémitisme russe, la façon dont ça... Parce que Staline a été très loin. Quand il est mort, Staline, en 53, début 53, il préparait la déportation des Juifs. Et de ses médecins. De ses médecins d'abord qui l'avaient fait arrêter, c'était toute l'affaire des blouses blanches, et ensuite les suites de cette affaire. Et il y a encore aujourd'hui un antisémitisme qui est très très fort en Russie.
et qui est, je dirais, attisé par tous ces gens de ex-KGB, FSB. Et donc là, il y avait une filiation pour moi qui était naturelle entre Staline et Poutine dans les méthodes et dans cette façon d'aborder le secret d'État. Pourquoi il y a toujours des camps avec Poutine? Ben ça, il faut le demander à Khodorkovsky, qui a été envoyé en Sibérie pour fraude fiscale. C'est-à-dire qu'on déporte aujourd'hui quelqu'un en Sibérie pour fraude fiscale. Qu'est-ce qu'aurait fait Gorbatchev sur une mine d'uranium pour fraude fiscale, alors que c'est quand même un sport national? Ça prouve quand même que la démocratie n'est pas... Tous les corrompus ne sont pas déportés. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Alors, il y a antisémitisme, mais en même temps, avoir un nom juif est un prix. Parce que votre héros est pour un quart juif, mais il a un nom juif. Et ça, un nom juif, c'est précieux parce que ça permettra de demander le départ en Israël, avec évidemment un risque non négligeable d'être refusé et ensuite persécuté, mais aussi une possibilité de réussite. Donc c'est considéré comme un atout, une carte qu'ils veulent jouer. Oui, et ça, je l'ai beaucoup vu en Russie quand j'étais en Russie, auprès d'amis juifs qui en fait avaient une filiation qui n'était pas si évidente que ça, mais qui par le nom et ont réussi à faire en sorte que leurs enfants partent en Israël. Qu'est-ce qu'aurait fait Gorbatchev à la place de Poutine s'il y avait eu l'affaire du Kours? Ça, c'est difficile à dire. Moi, je pense que Gorbatchev était beaucoup plus soucieux, me semble-t-il, de la vie des hommes que ne l'est Poutine. Gorbatchev, c'est lui qui a initié les départs des Juifs, enfin, qui a ouvert les portes, qui a établi un minimum de respect des droits de l'homme pour les jeunes générations. Et c'est lui qui a décidé. Il avait l'intention de continuer, mais il a été pris par les problèmes économiques, par les problèmes du désarmement, il n'a pas pu faire avancer tellement la société. Mais son orientation était celle-ci. Mais il a cru que le communisme survivrait à glasnost et perestroïka. C'est ça qui paraît quand même une chose assez étonnante avec le recul de l'histoire. C'est vrai, il était pour un social-démocrate, c'est ce qu'il Puisqu'il a perdu à un moment donné, c'est de préciser aux pays de l'Europe centrale qu'il n'utiliserait pas les armes s'il y avait un soulèvement. Le résultat, on l'a vu. Mais vous aviez écrit, on se souvient à la Chambre des officiers et de notre conversation autrefois à Europe, en hommage à votre grand-père, victime de 14-18, puis la malédiction d'Edgar, c'était sur Edgar Hoover, vous permettez de faire un jugement sur les États-Unis. Après les États-Unis, la Russie, qu'est-ce qui reste? La Chine? Reste la Chine. Ouais. Donc vous travaillez sur la Chine. Je travaille sur la Chine. Pourquoi par grand continent Mais parce que c'est toujours une source d'inspiration. Ce qui m'intéresse, c'est la dramaturgie, si vous voulez, des événements. C'est-à-dire, là, c'était le Kours, c'était cet épisode stalinien qui m'intéressait particulièrement, l'affaire des blouses blanches. L'assassinat des Kennedy, qui pour moi, dans la démocratie américaine, est vraiment une zone d'ombre. Et puis, je crois que Mao et l'évolution de la Chine aujourd'hui font que c'est un sujet intéressant. Donc, je commence à regarder. Je n'ai pas encore d'idée, mais je commence à regarder. Vous prenez toutes les dictatures. Et vous avez changé de métier, c'est ça, pour écrire? Oui, c'est un moment maintenant, depuis Amérique. Et vous vivez au Maroc? Toujours en partie, en partie en Dordogne. Bah bon. Alors, voici l'Égypte. Monsieur Sinoué, Gilbert Sinoué, le romancier qui se fait historien avec le colonel et l'enfant roi chez Lattès. La couverture révèle 3 personnages, le roi Farouk, Nasser, et sans doute le bateau de croisière ou de fuite. De croisière, il s'appelle le Kassetker, qui en fait veut dire le palais du bonheur, et c'était mon père qui avait racheté ce bateau, qui ne pouvait avancer que sur le Nil. C'était un bateau à fond plat, un roi Aube, sort de Mississippi Boat, lorsque le roi a été déchu et que ce bateau s'est retrouvé à l'abandon. Les officiers libres ne sachant que faire de cet esquif, et finalement mon père l'a racheté, l'a transformé en hôtel et en restaurant, et a tenté une chose absolument absurde à l'époque, c'était les croisières en Haute-Égypte, dans les années 60, où tout le monde pensait que c'était absolument utopique, ça ne marcherait jamais, et nous sommes partis en Haute-Égypte, j'avais 14 ans, je me souviens, bateau à moitié vide, et il y avait 5 passagers qui erraient sur le pont, et tout le monde trouvait ça absurde. Vous racontez l'Égypte de votre enfance, ça c'est magnifique parce que vous dites qu'à l'âge de 5 ans, hein, Monique, vous gardiez encore aux narines l'odeur des pneus Michelin qui étaient installés chez le concessionnaire qui était près de chez vous. Oui, c'était un moment assez fort parce que parfois on se pose des questions, on se demande mais à quand remontent nos plus lointains souvenirs? Et je crois que ça peut être des odeurs plus que l'image elle-même, c'est très curieux.
Et c'est vrai que quand il y a eu l'incendie du Caire en 52, je me souviens très très clairement de cette... Enfin, je me souviens, mon nez se souvient des pneus Michelin. Il y avait un concessionnaire de pneus Michelin qui était collé à notre maison et le Caire s'était embrasé. Et l'odeur montait évidemment de ces pneus. Et ma mère me réveillait en pleine nuit pour m'emmener avec mon père dans la banlieue d'Héliopolis pour échapper à cette catastrophe. Et votre père dirigeait un grand club, le Scarabée, qui était un haut lieu de la vie mondaine du Absolument. Dites-lui qu'il y avait un casino aussi. Il y avait surtout un casino, parce que, chose étonnante, le roi se ruinait. Ce n'est un secret pour personne, Farouk était absolument dépendant du jeu et des femmes, mais du jeu surtout. Et il n'y avait pas de casino de jeu en Égypte, dans tout le Moyen-Orient à cette époque-là, dans les années 40, il n'y en avait pas. Et finalement, s'étant lié d'amitié avec mon père autour d'une table de jeu, évidemment, il lui a accordé la licence du jeu et de l'alcool, chose absolument extraordinaire. Et mon père a fait une fortune colossale qu'il a tout aussi vite dépensée sur les tapis verts. Et c'est comme ça qu'un soir se sont retrouvés 4 rois dans cette salle de casino. Le roi d'Albanie qui était en exil, Umberto d'Italie, Yougoslavie et le roi Farouk. Et il a été fermé ce cabaret par les officiers libres. Il a été d'abord brûlé pendant l'incendie du Caire, et puis un matin, les officiers Nasser, enfin la bande des officiers libres, la Révolution, a posé des scellés, et nous nous sommes retrouvés comme ça. Il n'y avait pas que la tragédie, parce que vous dites bien, vous décrivez les femmes qui se promenaient à l'époque, bras nus, qui se baignaient, qui allaient à la plage. Mais absolument. C'est ce qui m'a le plus marqué, finalement, lorsque je suis retourné en Égypte. Et je pose la question, et il y a quelques jours, j'étais sur Europe 1 et je me suis fait un peu agresser par un auditeur qui a peut-être mal interprété mon idée. Quand je vivais en Égypte, je vivais dans un pays musulman, et j'ai vu ces femmes qui étaient les grands-mères de ces filles actuelles, les mères qui se promenaient naturellement dans les rues du Caire en tenue, disons, occidentale. Et les seules femmes que nous voyions voilées à cette époque-là, c'était les paysannes qui remontaient et qui étaient toutes vêtues de noir. Vous demandez pourquoi leurs filles avancent masquées aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en retournant en Égypte 20 ans plus tard, j'ai été frappé de voir que 90%, visionnez 95% des femmes de la population féminine est voilée. Mais ne pensez-vous pas que c'est dû à la disparition de tout ce cosmopolitisme égyptien qui a fait... Alexandrie, le Caire, jusqu'aux années 50, avec les juifs, les communautés juives, les communautés chrétiennes, les musulmans, tout cela a disparu, ces gens sont partis, et on a affaire à une toute autre Égypte. Lorsque vous lisez le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel, on retrouve l'Égypte que vous avez connue enfant, et qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, mais écoutez, ce qui me trouble, c'est que quand je fais une comparaison un peu audacieuse, il m'arrive parfois de comparer l'Égypte, en tout cas Alexandrie en particulier, à la Grenade du XVe siècle, ou à Cordoue, où on avait une espèce de multiprofessionnalisme qui régnait, pluriculturalisme aussi, et c'est vrai que lorsqu'on avançait dans les rues d'Alexandrie, on entendait parler le grec, l'hébreu, le turc, l'italien, c'était absolument extraordinaire. Moi, ce que je reproche à ce qui s'est produit après Nasser, et à cause de Nasser, ce n'est pas que le pays se soit repris en main en quelque sorte. Je cite un exemple, je faisais mes études chez les chauffeurs jésuites, et à l'époque, la première langue d'enseigner était le français. Bon, ça peut paraître excessivement choquant, imaginez qu'en France, la première langue soit l'arabe. Donc que le pays ait repris, que le pouvoir ait repris les rênes d'une certaine manière, je trouve ça logique. Ce qui me trouble infiniment, c'est l'éradication. C'est-à-dire que tout à coup, on a conjugué l'Égypte au singulier, et tout le reste a été annihilé. Je pense que nous faisions partie, les communautés juives, grecques catholiques, syro-libanaises, italiennes, faisaient partie de la richesse de cette Égypte. Et c'est ça qui me trouble infiniment, c'est que je crois que l'Égypte a perdu au change. Et vous faites le portrait de Farouk, on peut penser que la seule chose qui pouvait l'emporter, c'était la Révolution. Parce que vous citez une confidence de Farouk un soir de dépression, qui dit en dit long sur ses compétences. Bientôt, il n'existera sur Terre que 4 rois, 2 trèfles, 2 piques, 2 cœurs et 2 carreaux. C'est l'histoire dite par Patrick Bruel. Et puis on voit arriver la montée du colonel Nasser, fils d'un postier. Vous racontez bien sa vie, vous avez beaucoup travaillé sur Nasser, mais il a été un moment important de l'histoire du nationalisme arabe. Il a été indispensable, indispensable. Il faut savoir qu'avant Nasser, ce n'était que des Turco-Albanais qui régnaient sur l'Égypte. C'est des dynasties qui remontaient à Donc le peuple égyptien trouvait d'une certaine façon sa dignité, son honneur. Roland Dumas. C'est ça, moi j'ai rencontré Nasser.
qui avançait du reste dans les pas d'un autre militaire, qui était le général Negueb, qui était le chef de la révolution, des officiers. Donc c'est vrai qu'il a incarné à un moment la fierté retrouvée, un certain nationalisme. Moi, je me souviens de sa phrase à la radio quand il est arrivé, il a dit, bon, il y avait des ennuis avec les Occidentaux, moi je confisque le canal. C'était une façon pour lui de montrer que l'Égypte allait exister. L'ancienne Égypte qui manquait pas de charme, que vous décrivez, elle était aussi le reflet des siècles précédents. Quoi. Mais depuis l'Antiquité, depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne, il y avait des Juifs, des chrétiens, et des Arabes qui vivaient ensemble. Et il y a la révolution, parce que vous parlez de Nasser, de ce qu'il a fait, des foules, de la guerre des 6 jours, de l'échec, et vous dites, il a, je sais pas, l'intuition, la capacité en tout cas, à retourner un désastre en victoire, en triomphe. Absolument. Mais c'est dit au peuple, je m'en vais. Et le peuple lui dit non, massivement. Et curieusement, on parlait de dictature, et Dieu sait si l'Égypte fut une dictature. Cette manifestation-là, cette espèce d'exaltation du peuple, au moment où Nasser dit je démissionne, les historiens peut-être me contrediront un jour, n'était pas préfabriqué. C'était pas un truc préparé. Je crois que véritablement, Nasser représentait pour le peuple égyptien quelque chose de fantastique. C'était le premier Égyptien qui gouvernait le pays, le premier homme du peuple qui accédait au pouvoir. Avant ça, c'était que des étrangers. Exactement. Il est mort jeune, contrairement à son roi. Il est mort à 50 ans, en depuis, 70. Voilà, et depuis les Égyptiens sont passés par Anwar el-Sadat, qui avait été un des officiers avec lui, et je l'ai connu, on l'a même interrogé avec Alain Duhamel, assassiné. Puis le président actuel, Moubarak, qui n'exclut pas peut-être de trouver en son fils son succès, et ça c'est autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'histoire a fait de vous témoin, au milieu de souffrance et de nostalgie, l'écrivain de l'Égypte moderne. Oui, mais vous savez, on trimballe ses souvenirs, alors lesquels, et c'est secret, comme disait William Boyd, et donc ça finit un jour par bouger en vous, et on a besoin de coucher ça sur du papier. Vous voyez, c'est un besoin la réalité, l'histoire, l'invention. Hein? Oui, ça arrive, c'est un mélange extraordinaire, ça marche toujours très bien. Mais vous restez fasciné quand même par la personnalité du roi Farouk aussi. C'est un portrait parallèle de Nasser et de mais pas Farouk. par les casinos, et de sa déchéance jusqu'à sa mort aussi fort jeune. Alors, moi je voudrais fascination réelle. entendre Hamid Seni, vous êtes resté là, vous avez entendu parler de l'histoire, hein? C'était pas cela. Non, mais c'est gentil, mais vous êtes un acteur d'une certaine façon. Le hasard et l'occasion fait de vous un écrivain, ou un homme qui écrit votre livre, votre histoire, la cité de la cité à la city, dans la collection de livres qui s'appelle édité par l'Archipel. Vous racontez que votre grand-père était heureux d'avoir servi dans l'armée française. Ouais, c'est sa fierté. Ouais. Et il est resté heureux et fier, bien qu'on lui ait enlevé sa petite pension. Il est toujours fier. Aujourd'hui, il est toujours en vie. Donc, à la maison au Maroc, donc il y a son portrait de soldat. Il a gardé tous ses papiers. Et je me rappelle, il y a à peu près une dizaine d'années, il m'avait dit, tiens, vu que tu as fait des études, peut-être que tu pourrais m'aider. Ça fait beaucoup d'années que j'ai plus ma pension, ma retraite militaire. Et je pense que j'ai oublié d'envoyer un papier, ça doit être pour ça qu'ils me l'ont sucré, entre guillemets, parce que tu pourrais t'en charger. Et j'avais commencé pas mal de recherches, j'avais contacté les personnes adéquates, responsables. Et ce sentiment d'être dans une impasse, c'est pas vraiment de recevoir l'information. Puis avec le temps, ça a été un peu oublié. Ça a été réglé ou pas finalement? Ça devrait être réglé avec le fameux film Indigène. Ah oui. Et c'est vraiment avec ce film que j'ai enfin compris ce qui s'était passé. Sauf que j'en ai pas parlé à mon grand-père, je ne lui ai pas expliqué la raison pour laquelle... Alors, vous l'avez dit, vous êtes d'origine marocaine, mais vous êtes né dans une cité de Valence, ou près de Valence. Absolument. Moi j'ai adoré ce que vous dites, en tout cas de votre père, qui était peut-être illettré, qui était ouvrier, pauvre, digne, et qui rêvait d'un grand avenir, et qui répétait aux enfants, n'oubliez jamais votre lingot d'or. Votre lingot d'or. C'était quoi le lingot d'or? Le cerveau, notre cerveau. Pour lui, c'était, vous avez la chance d'être né en France, et surtout, j'ai énormément de cousins, ils sont tous nés au Maroc, et pour eux, c'était une impasse, alors que pour nous, on est né en France, l'école républicaine, la chance pour tous, l'égalité des chances, et c'était, votre cerveau, c'est votre lingot d'or,
vous allez l'utiliser et surtout vous allez étudier. Et surveiller les enfants. Hein. Ah, Et apparemment, ils badinaient pas avec vos études. Non. Hein? Jusqu'en CM2, nous aidait avec nos devoirs. Et après, tous les samedis matins, il allait harceler nos professeurs pour savoir si on avait des bonnes notes, vu qu'il ne nous faisait pas confiance. C'était juste pour Mais être ça, sûr. c'est exceptionnel, parce que sans l'école, ça n'aurait pas été possible, votre histoire. L'école vous Absolument. Mais aura on va porté en justement avant. découvrir son histoire, parce que les profs, Monique, l'encouragent. Un Mais- professeur. un surtout. professeur. Oui. Mais il y en a d'autres qui sont comportés d'une manière telle que je ne croyais pas les yeux en lisant. D'abord, à la fin d'un DUG, d'un examen important, il passe un oral pour intégrer l'école normale l'école supérieure des affaires. Et qu'est-ce que fait le jury? Il me demande mon projet professionnel, donc je leur explique que je vais à l'étranger, je vais faire ça, puis j'ai l'impression qu'ils ont envie d'éclater de rire. Mais par déontologie, ils se retiennent, sauf qu'on est à Grenoble, il fait 35 degrés dehors, je les vois, ils souffrent, je comprends pas ce que j'avais pu dire de marrant. Et donc j'ai été refusé, et là ça a été vraiment la Mais vous première n'avez grosse pas claque. reconstruit après l'histoire, vous leur avez pas trouvé des raisons de xénophobie, etc., qu'ils n'avaient pas. Tout l'entretien était au fait d'être fils d'ouvrier, 8 enfants, donc pas les moyens de financer cette fameuse école prestigieuse à Grenoble. Et donc tout était, et j'avais pas le sentiment que l'argent aurait pu être une barrière. On est en France, il y a un système de bourse, il y a un système de prêt. Mes parents avaient économisé sou pour sou pendant des années pour pouvoir financer nos études. L'argent n'était pas à la barrière, et c'est comme ça qu'ils m'ont éliminé en disant de toute façon, vous ne pourrez jamais financer cette école, au Ça, revoir. en plus, vous travaillez, issu des études, ça marche. Vous voulez faire un DESS et d'abord un stage en entreprise. Là encore, je tombe des nues. Qu'est-ce que vous répondent les DRH? Vous allez entendre William Donc Boyd. j'étais passé dans Des ce excès téléphone. qui sont peut-être pas fréquents, mais qui se Des produisent et anecdotes. qu'il faut condamner et C'est combattre. pour ça, donc par téléphone, je passe d'une personne à l'autre. Donc je me présente comme Monsieur Sény, ça se passe bien. Puis la dame s'arrête, me dit attendez, vous pouvez me rappeler votre nom? Ce qui était un peu surpris, on lui a passé l'appel. Et je dis Amit Sény. Et là, elle s'emporte en me disant de toute façon, les gens comme vous, c'est agressif, on n'en veut pas dans notre société, et me raccroche au nez. Et par société, j'étais un peu blessé en me disant société, elle parle de sa société, l'entreprise, ou de la société française. Et ça Non, m'avait vous croyez que c'était plutôt son entreprise. Mais grâce au lingot d'or, vous vous découragez pas. Non, là, pour mes parents, vu qu'ils ont tout donné pour nos études, notre avenir, il n'était pas question de jeter l'éponge. Donc je continue. Après, il y a une dame d'une entreprise assez prestigieuse autour de Grenoble qui me donne une sorte de lettre de référence pour intégrer un DESS, puisqu'avant on m'avait dit, malgré vos bons résultats, vous ne trouverez jamais d'emploi et vous serez un point noir dans mes statistiques. Et elle me disant, mais si je te donne une référence, ça pourrait les rassurer sur Donc le il y a stage. quand même des gens qui... Allez-y, Vous Gilles Versini. disiez quoi, en fait, devant ces murs qui se dressaient? Vous disiez, est-ce que c'est parce que je suis né je suis d'origine marocaine? Est-ce que c'est mon côté métèque? Est-ce que vous posiez quelle question, en fait? Il y a une forme d'autocensure d'une certaine manière, parce que les gens vont vous dire non, non, mais c'est des excuses par rapport à votre manque de réussite, vous tombez dans le misérabilisme ou autre. Donc, vous sentez qu'il y a un problème, mais vous avez du mal à mettre le mot Vous dessus. n'avez pas de nom, mais... Voilà. Mais après être parti en Suède, là, Il y a un copain, Lionel, qui vous sauve, qui vous Ouais. dit viens en Suède, vous allez travailler, vous allez vous marier, ça a l'air d'être facile, vous revenez enfant, et vous allez en Angleterre, et là vous réussissez, vous avez des emplois, et vous créez même une entreprise. Voilà, c'est ça. Et alors ce qui est amusant, William Boyd, à Londres, vous savez comment on le surnomme, c'est le comble des paradoxes, vous savez comment on le surnomme? Le Frenchie. Ah oui, voilà. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est donc en France, beaucoup de difficultés à trouver un peu son identité. Et dès que j'arrive à l'étranger, on me renvoie cette image du français. Je me rappelle une fois... Mais vous étiez content quand vous êtes Bah, content ça- quand on vous dit ça- Frenchie. Ça m'a beaucoup aidé un peu à trouver une identité. Et l'un des plus grands paradoxes, c'était quand on sortait en discothèque, les gens disaient attention, vous les Français, beaux parleurs, dragueurs, laisse-nous quelques filles et là ramène pas sur le fait que tu sois français. Ça faisait assez bizarre et c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Mais pour les jeunes, Je suis pas français, je suis marocain. Une fois, j'avais dit ça, et la personne pensait que je me moquais d'elle. Elle avait vraiment pris pour une insulte du style. Est-ce que tu penses que je suis une idiote ou quoi? Avec ton accent français, tu veux me faire croire que t'es marocain? C'est Woody Allen, ça. pour les jeunes d'aujourd'hui, donc qui naissent dans des quartiers difficiles et qui n'ont pas la même orientation que vous vers l'école, comment faire pour les convaincre qu'eux aussi ont un lingot d'or et que l'école c'est leur chance? Ben, c'est un peu le paradoxe dans lequel on est. Dans les quartiers, il y a beaucoup de contre-exemples. Toutes les personnes qui sont allées loin dans leurs études ont du mal à s'insérer. Beaucoup sont encore chez leurs parents, d'autres avec l'aide sociale, le RMI. Donc faire des études, c'est le contre-exemple. Et on voit ceux qui n'ont pas fait d'études,
qui sont dans, comment on appelle, les petits business, on les voit rouler en Golf, en BMW. À cause de trafic divers. Ouais. Et c'est ça qui est assez bizarre, c'est vous avez arrêté l'école à 16 ans, vous donnez l'impression de bien vous en sortir, et surtout vous êtes respecté, et quand vous avez fait vos études, vous êtes... mais désormais, grâce à tous vos efforts et à votre langue d'or, vous êtes reconnu, respecté ici, en France, et je me souviens que l'été dernier, M. Seni, Ahmed Seni, a pris la parole au MEDEF, il a été applaudi. J'espère que vous ne jouiez pas les alibis ni les otages par les chefs d'entreprise, les intellectuels qui étaient là au MEDEF. C'est ça, ça s'était très 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 bien passé. Et il y avait une journaliste qui, entre guillemets, voulait me faire passer pour le beurre de service. Alors pour moi, j'étais à la maison, j'étais à l'aise avec les personnes, elles m'ont mis à l'aise, et puis on parlait le même discours, le discours de l'entreprise qui souhaite gagner. Ouais, c'est Laurence Parisot qui fait la préface du livre d'Ahmed Seni qui a été écrit avec ma consoeur de la fée, Brigitte Dussault. Et Laurence Parisot dit c'est le symbole de cette jeunesse à laquelle la France ne s'est pas toujours donné sa chance, mais elle vous couvre d'éloges, et qui sont des éloges sans doute mérités. Alors, le livre s'appelle De la cité à la city, et est-ce que, quelquefois, au moins par gratitude, vous allez de la city à la cité? Ah oui, toujours. Mes parents, ils y habitent encore, donc toujours, et puis avec les amis d'enfance, et puis là, je deviens un peu une sorte de coach pour eux, ils me demandent beaucoup de conseils, et surtout par rapport à l'orientation pour leurs petits frères et sœurs. Nous avons tous des secrets, disait William Boyd, aussi proche ou intime qu'on soit, personne ne sait la moitié de la vérité à propos de qui que ce soit d'autre. Et il y a un secret chez Ahmed Seni. Le secret, c'est qu'on a grandi dans un pays magnifique, il ne faut pas perdre l'espoir. À condition de savoir combattre et d'être... et c'est un message aussi pour les autres, comme dirait Monique. Ou comme dit Monique. Oui, absolument. Et comment dire, je vois... Le discours que j'ai autour de moi est un discours assez négatif, alors qu'on est en France et il ne devrait pas être comme ça. Alors dites bien que vous êtes français, un pur produit de l'école républicaine française, qui vous a permis de... Sinon elle vous gronde. Non, mais c'est vraiment ça. Et à force d'obstination, eh bien, toutes les pores de la société finissent par s'ouvrir et les discriminations par tomber. En tout cas, tous autour de vous, nous devons lutter pour cela. Exactement. Comme je dis maintenant, avec beaucoup plus de confiance, je m'appelle Ahmed Seni, je suis français et je dois tout à l'école républicaine et il faut la protéger. Voilà. Merci. Un bon mot de fin. Voilà, et il y a à la fois l'histoire, le roman, la littérature, et en même temps le témoignage le plus direct. C'est presque un personnage de roman. Hein. Oui, tout à fait. Et je comprends le titre maintenant. Voilà. Merci à vous tous. C'était Bibliothèque Médicis, dont l'équipe, Philippe Lallemand à la réalisation, Anne-Marie Moreau, Françoise Mananti, Marie-Madeleine Rigopoulos, a beaucoup aimé vos récits et vos paroles. Et c'est vrai qu'on peut inventer, fabriquer, dans certains cas, son destin. Merci à vous tous et à bientôt. C'est le rendez-vous présidentiel de Ségolène Royal. Le 11 février, la candidate socialiste présente officiellement son programme et fait le bilan des débats participatifs organisés dans toute la France. C'est un événement politique à suivre en direct et en intégralité, dimanche à partir de 9h30 sur la chaîne parlementaire. Un salon de coiffure baladeur. C'est le petit supplément offert par la Resto du Cœur de Seine-Saint-Denis. 4 matins par semaine, Tara va poster son camion à l'entrée d'un centre de distribution alimentaire. Chaque bénéficiaire aura droit, s'il le souhaite, à une coupe gratuite. Pendant l'hiver 2004-2005, le camion de Tahar est sorti 53 fois pour 460 coupes de cheveux. Je suis le chauffeur du camion de salon de coiffure. J'étais embauché spécialement pour conduire et entretenir le camion de coiffure pendant la campagne du restaurant du Cœur.
et je fais l'installation. Je mets la boutique en marche, quoi. La coiffeuse, elle vient et puis il faut qu'elle trouve, comme si c'est une boutique... Une boutique gratuite. Une boutique gratuite. Sur une avenue, sur une boutique de coiffeur, sur une rue, c'est exactement pareil. On va aller chercher Sandrine, la nouvelle coiffeuse, pour le centre du Bourget. Ah, je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dames. Pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon regard. Il est exactement 8h31. Oh, il est 41. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ah bah, elle nous attend. Sandrine est l'une des 6 coiffeuses professionnelles qui consacrent à tour de rôle une matinée de travail bénévole au salon itinérant de Tahar. Dans un salon coiffure pour dames seulement. Ce matin au Bourget, il y a aussi Chantal qui coiffe gratis. Ces hommes et ces femmes survivent avec moins de 500 € par mois. Avec un tel budget, 20 € pour le coiffeur, c'est un luxe qu'on peut plus se payer. Ce que Chantal et Sandrine ont distribué ce matin, c'est aussi du plaisir. Celui de se regarder dans le miroir. T'as pas un badge pour... c'est Sandrine? Oui, Sandrine. T'as pas un badge? Donne-lui un, je vais dire après celle que j'ai donnée. Voilà. T'habites où, Sandrine? À Aubervilliers. Elle est en vacances, Marie? Oui, elle est en Égypte. Une semaine d'Égypte, ça, je ne fais pas. Elle avait un rendez-vous à Rome avec des amis, puis elle est partie une semaine. Mais tu sais que nous, on a tellement l'habitude de se battre qu'elle me manque. Non, mais franchement, indépendamment du camion coiffure, c'était mon employé, Marie. Tu sais qu'elle est coiffeuse ici au Resto du Cœur. Et c'est elle qui m'a entraînée là-dedans. Hein. À un moment donné, bon, bah, moi, je me suis retrouvée veuve, et puis, bah, c'est pas facile, quoi. Hein. Alors, il y avait le boulot, les enfants, ok, mais enfin, j'avais le moral, parfois, il y a le moral à zéro, quoi. Et elle me dit, bon, bah, c'est tout, vous arrêtez de penser à vous, maintenant, vous avez du temps à donner au Restaurant du Cœur. Bon, j'ai dit, quand elle est malade, celle-ci, j'ai du temps à donner au Restaurant du Cœur. Elle avait fait un peu la distribution alimentaire. Et on est allé faire un petit tour, voir avec mon fils et tout. Et c'est comme ça que je me suis trouvée embarquée dans cette aventure-là, quoi. En l'an 2000. On a fait l'inauguration à Drancy, hein. Le camion, ouais, il était tout neuf, installé. Oui, alors je te dégrade dessus pour faire un petit pétard, hein. D'accord. Vous travaillez pas? Non, je suis en remise. On ne me donne pas. Je suis trop vieille. Vous avez quel âge, madame? 55 ans. Avant, j'étais trop jeune, j'avais pas d'expérience. Maintenant, je suis trop vieille, j'ai trop d'expérience. Vous avez un métier? Bouchère. Bouchère charcutière. Il n'y a pas d'âge pour ça dans les grandes surfaces. Vous avez demandé dans les grandes surfaces? C'est surtout dans les grandes surfaces que je demande parce que les marchés, c'est trop dur. Ah, mais il faut se lever le matin. Hein, je me lève le matin. Le marché. J'ai l'habitude. Moi, j'ai fait les marchés. Mes parents faisaient les marchés. Parce que peut-être sur les marchés, vous avez peut-être trouvé, non? Oui, j'ai fait tous les marchés. Oui. Bon, enfin, vous avez peut-être trouvé que pour ça. Il y en a beaucoup qui me disent on va vous appeler, on va vous appeler. Oui, bien sûr. C'est juste pour dire dégage et puis tout. Ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé? Depuis en 97. Ça fait un moment. Mais quand on a le métier, on n'oublie pas. Hein. Oh ben non, ça se perd. On couper un beefsteak toute sa vie. Bien sûr, ça se perd pas. Hein. Et vous avez votre mari qui travaille, non? Je suis divorcée. Ah, vous êtes seule. Ça allait pas le mariage, alors? Non, il buvait trop. Vous ennuyez pas trop toute seule? Oui, mais je sors, je bouge, moi, je suis antillaise, moi, je reste pas sur place. Vous allez danser? Je ne pleure pas sur mon sort. Vous allez danser? Bah oui. Vous allez zouker? Bah oui. Ça qu'à zouker? Vous allez où? Zouker. Là, à l'Omnium. Omnium? Oui, je sais où c'est. Le vendredi, les femmes ne payent pas.
J'irai chercher un Valentin la semaine prochaine. Ah oui, ils font la Saint-Valentin, vous avez trouvé un amoureux là? Ah non, je ne veux pas faire semblant, c'est tout. Oh, vous en trouverez là-bas, hein, pour Oui, un mais soir. j'en veux pas. Pour un soir, on trouve, là, il n'y a pas de problème. Non. J'en ai bavé. Mais si vous en trouvez un gentil. Non, ils sont tous comme ça, ils font semblant d'être gentils, puis après... Ils sont gentils pour un soir. Je suis dégoûtée. Vous n'avez pas eu de logement? Bon, quand on est en RMI, on n'a pas de logement. Ben. Et l'hôtel, c'est cher quand même? Je paye 380. Pour le mois? Ouais. Mais il n'y a pas votre repas là-dedans, c'est juste hébergement. Je fais à manger. Ah oui, vous avez pour faire à manger? Oui. Qu'est-ce que vous faites toute la journée? Je rentre à l'atelier, je bouquine, je vais à la bibliothèque, je vais chez des copines, je reste pas là à pleurer, je bouge. Si on reste là à pleurer, on est déprimé. Ah, c'est sûr. Il faut se bouger, il faut pas rester sur place. Il faut prendre sa vie en main. Moi j'ai décidé de vivre toute seule, donc je vais prendre ma vie en main. C'est moi qui décide. Ça alors, c'est pas au point ça. Ah oui, parce qu'on peut pas fermer la porte avec nous. Bonjour, madame. Bonjour. C'est pour enlever son paillasson, là. Ça va? Et regarde-moi. Regarde-moi, regarde les cheveux. Oui. Il y a beaucoup de Ta gueule. Je vois. Ah, ça va, t'as vu? Oh là, bien, approchez les tours. Regarde ce que j'ai fait sans. Laisse-le comme ça, c'est bien. Viens voir le mur. Je vais lui laisser un petit côté comme ça. Ah, bah c'est sympa. Ça fait un peu punk, hein. On est pas mal avec la barbichette comme ça. Un peu plus court. Ça sent lourd. Ah ouais, carrément. Il est beau comme ça. Hein. Ah, il y a une coupe à faire maintenant. Oui, vous voulez une coupe? Vous voulez une coupe? Comme lui, hein. Non, mais si vous voulez une coupe, vous la faire. Je la pense comment elle dit ça. Vous voulez une coupe? Vous voulez? Il a bien besoin, on peut dire. Oui, mais pas dans une heure. C'est vrai. Comment elle s'appelle? Voilà. Je ne sais comment vous mettre. Par contre, tous les dimanches de l'église, je vais me prier à vous. Merci, c'est gentil. Merci. Et que Dieu vous garde à vous. Belle paix. C'est votre métier, ça? Oui, bien sûr, je suis coiffeuse. Ça fait 40 ans que je suis coiffeuse. Au revoir, madame. J'ai un salon de coiffure. Au revoir, madame. Donne-lui un calendrier, madame. Et tu... Marque son nom, marque son nom. C'est quoi votre nom, madame? Très bien. Parce que j'ai 57 balais, que je suis pas beau, faut pas, hein. Bah, je sais bien, parce que j'ai 57 balais aussi. Donc, dis donc, ouais. Encore, quand j'étais jeune, j'étais plus que ça, hein. C'était mieux que ça, mais tu devais être drôlement beau, alors. Hein. Bon, ça allait, disons. Ça allait? Je plaisais aux femmes, ça suffit. Ah, bah, ça suffit, alors. Ah, je me suis jamais pris pour l'Apollon de Bellac, quand même, faut pas exagérer. Non. Bah, t'as une femme, c'est bien. Bah, il y a pas longtemps que je me suis remarié, il y a quoi, il y a 3 ans. Ah, tu t'es remarié? T'étais séparé? Non, j'étais veuf à 35 ans. Ah, t'étais veuf de bonheur, alors, en effet. Ben, le cancer pour les femmes, ça arrive à n'importe quel âge. Hein. Oui, mais on n'en meurt pas toujours, parce que moi je l'ai eu, alors me dis pas ça. Ben, on y a fait la totale et puis on en est mort. Ah ouais, ça c'est moche. Moi j'ai eu un cancer du sang en 89. Hein. Et puis ben voilà. Je me suis fait soigner. Après, avec mes 2 petites filles, j'ai pas voulu leur filer une belle-mère. Alors, bon, j'avais avec des maîtresses, mais ils venaient jamais à la maison. Tu les cachais. Tu t'organisais. Ah oui, comme tous les... Bon, c'est pas grave, hein, c'est normal. Là, je faisais de peine à personne comme ça. Bah, bien sûr que non. Puis celle avec qui je me suis remarié, là, je la fréquentais depuis 8 ans, puis un jour, elle m'a posé la question. Moi, je lui ai dit pourquoi pas. Si ça a marché pendant 8 ans, ça marchera après. Hein. Et puis ça marche. Et puis après, je me suis retrouvé sans boulot, puis c'était terminé. Et elle travaillait pas non plus? Ben, je travaillais, elle travaillait comme assistante dans le collège Val d'Ormois, dans le 18e de cantine.
Et puis bon, on a vu les piégés. Mais vous êtes à la rue? Vous habitez où? On habite dans un squat. Ah, tu squattes? Je vous l'ai dit. Ouais, oui, c'est vrai. Et elle a eu les pieds gelés parce qu'il faisait trop froid dans le squat? Et oui, mais je suis pas là. Elle remplit pas le bras zéro de bois. Elle laisse étendre alors. Il faut dire que moi j'ai travaillé pendant 10 ans au Québec. Ah ouais, bah dis donc, c'était bien là-bas. Dans les hivers, là-bas, je connais. Je vais pas t'amuser. T'avais une bonne place alors? Ah oui, c'est la SMAP, c'est où je travaillais qui m'a envoyé là-bas. Ah, t'étais à la SMAP? Moi, je connais la SMAP. C'est à côté du pont d'Argental. Mon mari travaillait pour la SMAP. J'ai mon oncle qui travaille pour la SMAP. Là-bas, il licencie pas souvent, mais quand il licencie, ça fait mal. Hein. Oui, parce que c'est une boîte qui tient à la SMAP quand même. Hein. Pourquoi tu bosses pas pour un patron? Parce qu'à mon âge, je veux pas m'embaucher. Ah oui, ça. Moi, quand je vais faire la ferraille à 4 heures du matin, je suis dehors, moi. Mais tu auras droit à ta retraite après, puisque tu as cotisé. Moi, je m'inquiète pas pour ça. À 60 ans, tu as droit à ta retraite, tu pourras la demander, hein. Bien sûr qu'il vais la demander. T'as pas à avoir honte, là. Parce que monsieur veut pas le RMI parce que c'est le salaire de la honte. Donc il veut rien. Bah, tu le dis quand je lui lavais la tête. C'est bien ce que tu m'as dit. Exactement. Et non, j'ai pas tort. Parce que la seule chose qu'on peut pas nous enlever, c'est notre fierté. Il veut garder sa dignité, il veut rien de personne. Le jour que je travaille la nuit, quand on me dirait, ouais, c'est nous qui travaillons pour toi, j'ai qu'à la boucler. Quand on me dit ça, je peux répondre. On peut être pauvre mais digne. Regarde, là, et en plus tu sens bon, je t'ai mis de l'eau de Cologne. Regarde comme t'es beau. Est-ce que ça te plaît ta coupe? Ouais, c'est comme ça va, c'est comme ça, ouais, ça va. Ça va? Ouais. De toute façon, si j'avais été chez le coiffeur, je n'aurais pas fait mieux. Bah bien sûr que non, bah attends, dis donc, moi je suis coiffeuse diplômée, qu'est-ce que ça veut dire ça? Regarde, ça va? Mais vous êtes ravissante en plus. N'est-ce pas? T'avais pas remarqué ça par contre. Mon rêve inaccessible. Bon, bah, tu vas aller retrouver ta femme? Oui, je vais la sortir un petit peu la puce. Voilà. Si vous voulez, je vous offre un verre? Non, merci, c'est gentil parce qu'on m'attend. Oui, j'ai fait 130. Avec Sandrine. Hier et samedi, j'ai fait 137 € en brûlant du cuivre. Tard, on n'a plus d'eau, alors on pourra. On nettoie comme ça, mais on n'a plus d'eau. Ah oui, c'est pas. Bon, je vous fais la bise. Oui, au revoir. Alors bon courage. Bon, alors, Miss Patrice, je vous connais pas assez. Ça suffit. Oh la Russie. C'est enregistré ça. Ouais. Vous allez rigoler quand vous allez regarder ça. Eh ben, je suis plus comme ça. Au revoir. Au revoir, Révina, je sais que t'as des sous les yeux. C'est grave comme ça. C'est très bien comme ça. Mais le pied c'est d'être un faux moteur. Ah, dans un salon de coiffure pour dames seulement. On va faire démarrer la camionnette. Quelques matins plus tard, Tahar a rendez-vous avec une autre coiffeuse quelque part en Seine-Saint-Denis. Chacune a sa manière bien à elle d'être à l'écoute. Mais avec Tahar, elles ont toutes la même complicité. On va aller chercher 1 milliard pour ainsi. C'est une coiffeuse bénévole qui va coiffer des bénéficiaires à Neuilly-sur-Marne aujourd'hui. Et elle fait ça depuis 3 ans ou 4 ans. Elle est très gentille, c'est une femme charmante. Hein, rien à dire. Il n'y en a pas beaucoup hein, de coiffeuses à faire du bénévolat et puis de donner de leur temps. Et de... Non, il n'est pas là, Mina. Ah si, il est là. Si, il est là. J'adore mon travail. Coiffeuse, j'ai eu 2 salons de coiffure. Maintenant, ils ont décidé de traverser. Comme j'aime beaucoup mon travail, donc je trouvais que c'était une très bonne idée de me mettre au service des personnes à qui je pourrais apporter un petit peu de bonheur quand même. Moi, j'avais eu l'idée de travailler au Resto du Cœur en tant que coiffeuse. Et ensuite, on m'a prévenu que si le projet se faisait, ça serait avec un petit camion. Ils aménageraient un petit salon dans un camion. Voilà, et depuis, je donne au Resto du Cœur 1 ou 2 matinées par semaine.
Il y en a de plus des gens, tous les centres ils appellent là, ils voulaient le camion. Tous les centres ils voulaient le camion. Ici, il y a Saint-Denis, il y a des centres où il y a la queue, il y a d'autres non. Je sais pas la même tête, un petit côté comme ça, si c'est possible. Oui, avec des petites mèches, il y en a un petit peu en avant. Là. J'ai beaucoup de soucis, alors j'ai les cheveux qui sont Qui se sont amenuisés et qui sont mous. Oui. Voilà, Lizzie. Vous faites coiffer aussi, monsieur? Couper. On coupe? Oui. Ah oui, oh là là, puis on voit qu'ils sont tout abîmés. Hein. Oh là là, vous les avez perdus. Vous avez eu des problèmes de santé? Non, des problèmes avec mon fils. Il a 33 ans. Oh, et j'en ai encore. Et c'est pas fini. Il est marié, il a 4 enfants. Oui, en effet. Sa troisième copine. Puis tout, son emploi, tout ça, il fait des conneries.